Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Je prends d'abord cette autre vision-ci et on pourra parler, si vous avez également des visions à partager, des révélations à partager. Vous voyez, quand ça vient, j'écris juste et puis je les donne. Toutes les visions que je vous donne, les voilà qui sont écrites là-bas. Toutes sont écrites ici. Toutes sont écrites. Et d'autres dans ma Bible, c'est écrit. D'autres sont écrits dans la Bible. Les voilà. On y va. Numéro 1. Notez et suivez. Ça, c'est le mardi 10 août 2021. Ça, c'est durant ce moment de jeûne, nous avons pris là-bas le jeûne de 3 jours là. Grande cataclysme. Je ne sais pas si on dit le cataclysme ou c'est la cataclysme. C'est grand cataclysme, c'est ça, non? Cataclysme. Cataclysme, oui. Grand cataclysme lié à l'eau, l'ouragan, ou bien est-ce que c'est causé? Grand cataclysme lié à l'eau, ou bien l'ouragan, ou bien est-ce que c'est provoqué? Je vais lire ce qui est écrit là, et puis si possible, je vais vous expliquer ce que je vois, parce que plus je lis, plus je remarque la chose. S'il y a une vision vraiment bizarre que j'ai vue, c'est celle-ci. En effet, je me tenais là, et je voyais comme un pont gigantesque sur un grand fleuve ou cours d'eau. Cette grande construction ne peut pas être en Afrique. Ce style de construction, ce n'est pas en Afrique de toutes les façons. Et pourtant, parmi les victimes, on comptait plusieurs nationalités. Il semble donc que cela se déroule en Chine. Mais chose bizarre encore, j'ai vu un homme ligoté avec son visage asiatique qu'on essayait par tous les moyens de le faire taire. Mais il ne faisait qu'avertir les gens concernant justement ce grand cataclysme qui se préparait contre eux. Est-ce un projet du dragon, du gouvernement? Et subitement, les deux extrémités de ce long pont, j'ai mis long pont entre guillemets, parce que ces grandes gigantesques infrastructures qui traversaient la rivière, c'est comme vous pouvez quitter d'un côté pour traverser ce pont aller là-bas. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été fait dans la vision. Ce que j'ai regardé, c'est que ce pont-ci devait s'écouler. Il y en avait des centaines, sinon des milliers de personnes qui y traversaient, qui devaient emprunter là-bas. Et puis, bon, c'est mieux de lire là-bas avant d'expliquer. Et subitement, les deux extrémités de ce long pont se sont effondrées. On dirait que les gens étaient allés en dessous et avaient posé des bombes pour faire exploser les pylônes de façon synchronisée, les poteaux et les deux extrémités. Il y avait des veilleurs. Ils étaient là pour surveiller que ceux qui étaient sur le long pont se noyaient dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui
empêcher les gens, ça veut dire que même si tu savais nager, quand tu essaies d'esquiver l'eau, quand vous entrez dans l'eau, on faisait tout et tout pour que vous noyez. Ça veut dire que les gens étaient là, quand ils parlent de veilleurs, ce n'est pas des veilleurs, les anges ici. C'était des gens qui étaient là comme si, il faut vraiment que les gens qui sont là meurent pour qu'il y ait de l'impact. Donc si tu essaies de sortir de la tête de l'eau, on te pousse encore dans l'eau pour que tu meurs noyé. Vous y êtes? Et j'ai vu comme un ouragan prendre de l'eau et amener à partir de ce long pont, ravager dans le continent, dans la ville, et faire beaucoup de victimes. Mais le Seigneur a miraculeusement sauvé plusieurs, car ils étaient sur l'eau, gardés mystérieusement par des plastiques. J'ai vu les gens dans un... Je ne sais pas où les plastiques sont sortis, ils étaient à l'intérieur sans aucun mal. Mais c'est bizarre tout cela. La Chine, grande catastrophe liée à l'eau. Qu'est-ce que c'était? Prions pour la Chine ou en général l'Asie. Parce que le visage, c'était le visage d'un Asiatique que j'ai vu. Et c'est une longue infrastructure qui traverse sur l'eau. Et donc, l'embrouille et puis ce tourbillon que ça a causé, on dirait un ouragan, on dirait un attentat. Mais il y avait un pont qui était impliqué. Et les gens étaient en catastrophe. Et ça n'a pas seulement limité sur le pont. Les effets sur l'eau, c'est entré dans le continent et ça a pris les gens. Amen. J'ai dit cette vision si est bizarre parce qu'en réalité, je voyais beaucoup de visages et en même temps les Chinois, en même temps les Noirs qui étaient impliqués dans ces choses. Et ça dit que les gens qui seront victimes seraient parce que maintenant il n'y a pas un pays qui est puissant. Peut-être quelqu'un de notre étranger, de notre nationalité sera d'emprunter ce pont-là à ce moment-là. La question c'est, est-ce que c'est naturel ce qui a s'est passé, ces cataclysmes, ou bien c'est provoqué, ou bien c'est le dragon? Parce qu'il y a un combat spirituel entre le dragon et l'aigle du côté de la Chine. Parce que le Seigneur veut apprivoiser ces êtres-là pour laisser entrer le réveil. J'ai parlé des réveils en Chine. Donc ils seront apprivoisés. Ils seront apprivoisés. Beaucoup de tensions y seront. Est-ce à dire que c'est ce réveil-ci ou bien encore un cataclysme qui va entrer? Donc il y a un cataclysme lié à l'eau qui va bouffer des vies en Chine. Ça, c'est mardi le 10 août 2021. Que Dieu bénisse. Je suis obligé de ces choses, il dit pour que nous veillons et nous prions. Padang, dans l'ouest de Sumatra, en Indonésie, est en proie à une grave crise alors que des pluies de mousson incessantes provoquent une double catastrophe. Des glissements de terrain meurtriers et des inondations généralisées dans les districts à flanc de collines de Lubok Kilangan et Bongus à Lukabong, ainsi que dans la région de Peishol à Lubukalong, où un autre glissement de terrain a eu lieu. Une course désespérée contre la montre est engagée alors que les équipes de secours luttent pour sauver des vies sous terre. Alors que les eaux de crue montent rapidement en flèche, des milliers de personnes sont piégées dans la ville de Padang, les inondations sont une force de destruction paralysante, transformant les rues en torrents sombres et impossibles à acheminer. Les maisons sont submergées et dans les zones basses les plus durement touchées, telles que Koto Tanga, Nangalore et Padang Timur, les habitants sont bloqués sur les toits. Ils attendent les secours pendant des heures. Des routes essentielles reliant la région ont été coupées, coupant l'accès aux secours et isolant des communautés entières de l'aide.
Les autorités ont averti que les principaux fleuves, notamment Batang Kuranji, Batang Aharo et Batang Kandi, restaient à des niveaux extrêmement élevés, et que de nouvelles pluies étaient prévues, menaçant d'aggraver les inondations. Les centres d'évacuation débordent désormais de familles déplacées en quête d'abris de base, de nourriture et d'eau potable. La force implacable des inondations a emporté des maisons et des moyens de subsistance, endommageant des infrastructures vitales et laissant des milliers de personnes vulnérables. Parallèlement aux inondations, les fortes pluies ont déclenché un glissement de terrain catastrophique sur le terrain vallonné de Lubuk Kilangan, tandis que le glissement de terrain à Paria a aggravé la crise. Plusieurs maisons ont été complètement ensevelies sous des mètres de boue épaisse et de débris. Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, Allah ya Allah. Les équipes de secours sont engagées dans une excavation minutieuse, creusant soigneusement dans un sol instable pour atteindre les personnes piégées à l'intérieur. Les rapports officiels indiquent désormais qu'au moins 11 personnes sont mortes, tandis que d'autres sont toujours portées disparues, car elles sont probablement perdues sous le glissement de terrain. Les équipes d'urgence opèrent 24 heures sur 24 dans le cadre d'une intervention complexe sur 2 fronts. Ils naviguent en bateau dans les rues inondées pour secourir les personnes bloquées tout en menant simultanément les dangereuses recherches terrestres pour retrouver les victimes des glissements de terrain. Des centaines de personnes, dont des équipes spécialisées de l'agence de sauvetage indonésienne de Basana et des bénévoles, travaillent sans relâche. Sortez. Des abris temporaires abritent des centaines de familles déplacées. Les secouristes distribuent une aide essentielle, mais la difficulté combinée de l'accès aux zones inondées et de la gestion du site du glissement de terrain rend l'opération extrêmement difficile. Les autorités continuent d'avertir que le sol saturé pourrait déclencher d'autres glissements de terrain et crues soudaines. Le bilan humain de cette catastrophe est stupéfiant. Avec des décès confirmés dus au glissement de terrain, plusieurs personnes sont toujours portées disparues et de nombreuses maisons détruites. L'ampleur de la tragédie est immense. Les inondations ont aggravé les pertes, emportant des biens et des infrastructures et augmentant la menace pour la vie. Face à cela, les communautés locales se mobilisent pour se soutenir mutuellement. Un témoignage de l'esprit indonésien de gotong-royong ou de coopération mutuelle. Les bénévoles travaillent aux côtés des équipes d'urgence, déblayant les débris et aidant aux évacuations. Les psychologues sur le terrain préviennent que le traumatisme de la perte soudaine et du déplacement aura des répercussions émotionnelles profondes et durables sur les survivants. Les agences indonésiennes de gestion des catastrophes continuent de coordonner une intervention massive, mais leurs efforts sont compliqués par les routes bloquées et les lignes de communication intermittentes. Les habitants des zones à haut risque sont invités à respecter tous les ordres d'évacuation et à rester vigilants, car la menace est loin d'être écartée.
Alors que les eaux de crue ont provoqué une paralysie généralisée, les glissements de terrain à Lubukan et à Pachalae restent le cœur mortel de cette tragédie. Les opérations de sauvetage sont en cours tandis que les autorités et les bénévoles travaillent sans relâche pour sauver des vies. Cette catastrophe est un rappel brutal et dévastateur des dangers combinés auxquels sont confrontées les régions vulnérables d'Indonésie. Alors même que ces communautés s'unissent pour endurer et finalement se remettre de l'impact implacable de la nature. Shanxi, China. Days of pounding rain have turned mountain valleys into raging rivers. Roads disappear beneath torrents, villages stand cut off, and silence is broken only by the roar of rushing water. Across the province, transportation links have been torn apart. Roads buckled under landslides, bridges twisted from the force of torrents, and rural tracks leading to farming villages were cut off. The isolation has slowed relief efforts, forcing crews to carve alternate routes through the debris. Urban centers fared little better. In low-lying neighborhoods, water surged through alleys and courtyards, filling ground floors with mud and silt. Schools, clinics, and small shops stood coated in thick sludge, their interiors stripped of furniture and supplies. For many residents, the first task was simply shoveling muck out of their doorways. Emergency shelters opened in public buildings to house those displaced by floodwaters. Families carried what little they could salvage, waiting as workers cleared pumps, repaired drainage, and disinfected water sources. The immediate goal was restoring safe drinking water and reopening sewage systems before contamination spread. The countryside faced equally severe damage. Rice fields and corn plots disappeared beneath sheets of brown water. Torrents ripped away layers of fertile soil, leaving behind stones and sand that will take months to clear. For farmers, the floods brought not only physical destruction, but also the loss of an entire planting season. Irrigation channels that fed village farms were choked with debris. Small bridges used to move livestock and equipment collapsed under rushing streams. Repairing these local lifelines became a top priority, as without them, rural households could not begin recovery. Agricultural teams arrived with seed and fertilizer,
to help restart production. Reservoirs and hydraulic works came under heavy strain as inflows surged. Authorities ordered controlled releases to relieve pressure, sending more water downstream but preventing catastrophic breaches. Inspection teams fanned out to reinforce embankments and patch weakened spillways before further storms arrived. Electricity grids faltered when poles and substation yards were submerged. In several districts, homes and businesses lost power for days at a time. Engineers rushed in with portable generators to keep hospitals, command centers, and shelters running while full repairs were made to damaged lines. Communications proved equally fragile. Fiber cables snapped in washed-out gullies, and mobile towers stood inaccessible on isolated ridges. Crews struggled through knee-deep mud to reconnect basic services, knowing that without reliable signals, coordination of relief convoys was almost impossible. Government response unfolded in stages. First came the urgent clearance of silt and debris. Bulldozers and dump trucks worked non-stop to reopen clogged highways. Next came assessments, with teams cataloging damage to public facilities, schools, and bridges. Funds were earmarked for rapid repair, with provincial support supplementing county budgets. Municipal fleets turned into disaster units, hauling away wreckage and pumping water from underpasses. Heavy equipment arrived from nearby provinces, while volunteers joined cleanup lines in neighborhoods. For many communities, recovery began with neighbors sharing tools, food, and shelter, while they waited for formal aid. The scale of damage to farmland drew special concern. Officials warned that unless fields were cleared quickly, the autumn harvest would collapse. Local cooperatives mobilized tractors to scrape away stones, while agricultural bureaus arranged seed distribution. The effort underscored how deeply rural stability depends on timely recovery. The story of Shanxi's floods is one of disruption, but also of determined recovery. Roads will be rebuilt, bridges reset, and fields replanted. The challenge now lies in strengthening the province against the next round of extreme rain, ensuring that the lessons of this disaster guide the construction of a safer, more resilient future. Thanks for watching Severe Weather, where we break down the facts behind nature's most intense moments. If you found this video helpful, please like, comment, and subscribe. Your support keeps this channel going. Hit the bell so you never miss a real, calm, and clear report. Note, some footage in this video may be used for illustration and may not show the exact event described. See you in the next one. Stay informed, stay safe. D'abord, un nuage de poussière, probablement causé par un glissement de terrain dans la montagne. Puis c'est un pilier du pont qui cède brutalement, emportant avec lui une partie de la chaussée et des tonnes de béton. D'une longueur de 758 mètres, le pont de Hongxi reliait la province du Sichuan,
dans le sud-ouest de la Chine, au Tibet, une infrastructure stratégique. De construction récente, ce pont flambant neuf avait été inauguré il y a quelques mois seulement. Mais depuis plusieurs jours, des fissures étaient apparues à proximité. Lundi, la police locale avait décidé de fermer le pont par précaution, interdisant toute circulation. Une mesure qui a sans doute permis d'éviter un drame. Aucune victime n'est à déplorer. Ces images du pont de Hongxi ont fait le tour d'Internet. On le voit s'effondrer presque entièrement dans un immense nuage de poussière. Le tablier est emporté, la travée est emportée très rapidement évidemment, puisque ces ouvrages d'art ils sont en général construits de façon assez rigide, et donc dès qu'il y a une partie qui s'en va, le reste suit, quoi. D'une longueur de 758 mètres, le pont de Hongxi a été construit par le Sichuan Road and Bridge Group pour relier la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine au Tibet. Un pont stratégique donc, inauguré il y a à peine 10 mois, en janvier dernier. Mais le 11 novembre, une grande section du pont s'est effondrée dans des conditions encore floues. On voit quand ça commence à s'effondrer, donc au niveau de la culée, ce qu'on appelle la culée, c'est-à-dire là où l'ouvrage arrive sur la terre, les deux extrémités qui sont ancrées sur les rives, et on voit donc que ça s'effondre, que la culée s'effondre. Difficile de voir si l'effondrement vient de la culée ou alors d'une pile qui est entre la pile que l'on voit intacte et cette culée, ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait des travaux qui a déstabilisé la pente. Ça, c'est un peu difficile parce que très vite, il y a beaucoup de poussière. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un problème de fondation, je pense, au niveau de la culée. Et donc, c'est vraiment un problème de stabilité du système de fondation, d'une partie, d'une pile qui est partie, qui n'a pas tenu. Et donc, c'est un problème de conception du système de fondation qui semble être à l'origine du collapse. Encore une fois, sur la base des images, et on n'a pas le début. Quelques jours avant l'effondrement, des fissures avaient été repérées sur la route d'accès et la pente de la rive droite, signalant un risque potentiel de glissement de terrain. Les autorités avaient donc décidé le 10 novembre de fermer le pont à toute circulation, une décision qui a notamment permis d'éviter toute victime. Vu la taille du pont, encore une fois sur les vidéos, vu la taille du pont, un pont comme ça en Europe, il est instrumenté. Il est instrumenté par des capteurs. Et là, on fait du monitoring, donc du structural health monitoring. On voit des signes précurseurs à une dégradation accélérée. Et c'est tout l'enjeu, c'est justement d'avoir des signes précurseurs suffisamment tôt pour programmer des actions préventives et de renforcement, de prévention. Et un pont comme celui qu'on voit là sur la vidéo, en Europe, il est instrumenté. En Chine, je ne sais pas. Les autorités locales ont depuis ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet effondrement, un événement rare dans le monde des ouvrages d'art. Il n'y a pas beaucoup de cas d'ouvrages d'art, de ponts qui s'effondrent. Quelques-uns. Le dernier en date en Europe, c'est le pont de Morandini, là, en Italie, au niveau de Gênes. Et là, c'était une travée qui s'était effondrée. Mais il n'y a pas d'exemple, notamment au niveau des fondations, parce que les fondations, c'est ce qui va assurer quand même la stabilité. C'est ce qui est le plus compliqué à faire, puisqu'on va en interaction avec un environnement qu'on connaît pas très bien. Donc on fait des essais pour mieux le connaître. Mais il y a quand même une part toujours d'incertitude. Depuis plusieurs années, la Chine investit massivement dans la construction d'autoroutes et de ponts géants avec l'objectif de désenclaver certaines régions pour stimuler la croissance économique. Récemment, le pays a inauguré ce qu'il présente comme le plus haut pont du monde, le pont du Grand Canyon du Huajiang, une arche suspendue à 625 mètres de haut.
Colombo, Sri Lanka, November 29th, 2025. Sri Lanka in chaos. Cyclone Ditwa causes floods and landslides that leave 123 dead and 130 missing. Cyclone Ditwa, which recently struck Sri Lanka, has become one of the most devastating natural disasters the country has faced in years. Days of relentless rainfall triggered widespread flooding and a series of deadly landslides, disrupting the lives of hundreds of thousands of residents. According to the updated report on November 29th from Sri Lanka's Disaster Management Center, the death toll has risen to at least 123, while around 130 people remain missing. Authorities warn that casualties may continue to rise as rescue teams expand search operations in isolated and mountainous areas where multiple landslides occurred throughout the week. The heaviest destruction occurred in low-lying areas, riverbanks, and central highlands, where continuous rain destabilized the soil. On November 28th alone, more than 25 people were killed in landslides in the major tea-growing districts of Badulla and Nuwara Eliya, about 300 kilometers east of Colombo. Sri Lanka's tea industry, one of the nation's key economic pillars, also suffered severe losses as landslides buried residential areas housing long-established Malayaha Tamil plantation workers. Local authorities said at least 21 people remain missing in these two districts, while dozens of injured residents were taken to nearby hospitals. As of November 29th, the extreme weather caused by Cyclone Ditwa has affected more than 220,000 people from over 63,000 households nationwide. Around 44,000 residents were forced to evacuate to temporary shelters, including schools converted into relief centers. Many fled their homes overnight as floodwaters rose suddenly, especially in districts across the central, north-central, Sabaragamua, and western provinces, where rainfall exceeded 200 millimeters within hours. Sri Lanka's meteorological department warned that severe weather may persist as the cyclone continues moving slowly northwest at about 4 kilometers per hour, with no signs of rainfall easing. Several major rivers overflowed, most notably the Kalani River, which flows through Colombo into the Indian Ocean. Rising water levels cut off key transport routes. Rock, mud, and fallen trees blocked railway lines, forcing the suspension of all passenger train services. More than 3,000 homes were reported damaged or destroyed by flooding or landslides. Many residents said they had not witnessed such devastation in decades. A resident in Kaduela near Colombo recalled that the current flood reminded him of the worst flooding in the 1990s, when his house was submerged more than 2 meters deep. "I think this is the worst flood in nearly 3 decades, he said. Sri Lanka's Army, Navy, and Air Force were placed on emergency alert to support rescue operations. Military helicopters were deployed to reach completely isolated areas. One notable incident captured by local media showed a man in Anuradhapura climbing a coconut tree to escape the rising waters before being rescued by a helicopter. In other areas,
the Navy used motorboats to evacuate residents stranded on rooftops or small elevated patches of land. If the water rises 5 more steps, we'll have nowhere left to go, a woman told Sarasa TV in desperation as floodwaters reached her floor. Her family includes 6 people, among them an 18-month-old child. The worsening situation forced the Sri Lankan government to implement a series of emergency measures. On Saturday, President Anura Kumara Dissanayake issued a special gazette declaring several key sectors as essential services to ensure uninterrupted operations, including electricity supply, fuel distribution, healthcare, water services, and public transportation. The Ministry of Health and Mass Media also declared a week-long health emergency from November 28th to December 4th to keep hospitals functioning despite road disruptions affecting the transport of patients and medical supplies. On the same day, the government ordered the closure of all state agencies and schools nationwide, except for emergency responders and essential service providers. During an emergency meeting with party representatives, President Dissanayake urged lawmakers to support relief distribution, essential supplies, and public safety in their constituencies. A special fund from the President's office will be provided to families of the deceased. While Sri Lanka struggles with the disaster, neighboring India launched Operation Sagar Bandhu to provide humanitarian aid and disaster relief to Colombo. The Indian Navy deployed an aircraft carrier and a cruiser carrying relief supplies to Colombo port. 2 Indian helicopters were also sent to assist evacuations in severely flooded and hard-to-reach areas. Indian Prime Minister Narendra Modi expressed deep condolences to the Sri Lankan people and affirmed that New Delhi stands ready to offer additional support. India's assistance is seen as vital as Sri Lanka's infrastructure faces widespread paralysis. The India Meteorological Department reported that Cyclone Ditwa is moving across waters between Sri Lanka and the southwest Bay of Bengal and is expected to impact North Tamil Nadu, Puducherry, and southern Andhra Pradesh on the morning of November 30th. This means Sri Lanka still faces further heavy rainfall, complicating rescue operations. Meteorologists warn that the risk of continued flooding remains high, especially in riverfront districts where reservoir levels are approaching critical thresholds. Sri Lanka relies heavily on northeast monsoon rainfall for agriculture and hydropower, but in recent years, extreme weather events have become more frequent, triggering major floods with increasing regularity. In modern Sri Lankan history, the worst flood of the century occurred in 2003, killing 254 people. Another major flood in 2016 left 71 dead, a figure that may soon be surpassed if heavy rainfall does not subside.
lutter encore pour extraire les cadavres de la boue qui recouvre une partie de la province d'Aceh en Indonésie. Les familles recherchent leurs proches, emportés par les eaux ou coincés sous les décombres des maisons. On a entendu que la maison de nos parents avait été détruite. On a essayé d'y accéder, mais la route était bloquée. On n'a pu y arriver que le lendemain. Dans la capitale du Sri Lanka, les rues s'effacent sous les flots. Des familles trouvent refuge sur leurs toits et sont parfois secourues par des hélicoptères militaires. C'est la pire catastrophe depuis le tsunami de 2004. Partout, les mêmes images de désolation. La population se demande comment faire face. Le toit est recouvert de boue. Si on veut jeter la boue, on ne sait pas où la jeter. On ne peut plus rentrer dormir, c'est impossible. Les populations sont habituées aux glissements de terrain et aux crues suscitées par la mousson. Mais cette année, sa violence a dépassé toutes les prévisions. Une conséquence du changement climatique qui engendre des tempêtes plus intenses, plus longues, avec davantage de pluie. En Indonésie, le gouvernement promet une aide rapide. Premièrement, des vêtements pour tous les évacués, adultes et enfants. Deuxièmement, nous enverrons immédiatement des médicaments. Troisièmement, des denrées alimentaires. La Thaïlande et la Malaisie sont également touchées par ces intempéries. Pour le moment, elles ont fait au moins 1 millier de morts et des centaines de disparus. Il fait chaud ici. Le 23 novembre 2025, une réaction en chaîne dévastatrice de conditions météorologiques extrêmes et de défaillance des infrastructures a plongé la capitale chinoise dans l'une des journées les plus sombres de son histoire moderne. Avant l'aube, les restes du typhon sont entrés en collision avec une puissante onde de pluie de fin d'automne, déclenchant un déluge si intense qu'il a fait voler en éclats les références locales en matière de précipitation et a provoqué l'effondrement catastrophique d'un grand barrage dans la banlieue de Pékin. Ce qui a suivi n'a pas été qu'une inondation. C'était l'effondrement systémique complet d'une ville poussée au-delà de ses limites. Et non, quelques minutes après l'effondrement, un violent mur d'eau a traversé les quartiers de l'Est, engloutissant les autoroutes, renversant les véhicules et balayant les complexes résidentiels déjà chancelants sous des pluies torrentielles. La force de l'inondation a paralysé les sous-stations électriques, coupé les communications et plongé des quartiers entiers dans l'obscurité. Les sirènes d'urgence ont retenti dans toute la ville, parfois étouffées par le rugissement des eaux de crue et l'effondrement des infrastructures. Les précipitations horaires ont atteint des niveaux extrêmes. Dans le seul district de Chaoyang, 68,2 mm sont tombés en 1 heure, submergeant les défenses de la ville, véritables éponges et révélant la fragilité des systèmes de drainage que l'on croyait depuis longtemps résistants. Des scènes similaires se sont produites à Haiti, Tonga et Xingshan, où des averses soudaines ont transformé les autoroutes en rivières déchaînées et ont submergé les passages souterrains jusqu'au toit des voitures. Le bureau météorologique de Pékin a immédiatement émis une alerte bleue aux orages à l'aube. Et à ce moment-là, la situation avait déjà largement dépassé son seuil. Alors que les pluies s'intensifiaient, des lignes de métro entières ont été coupées et les tunnels ont été inondés à une vitesse sans précédent. Des milliers de voyageurs ont été piégés dans des trains à l'arrêt avant que les équipes d'urgence ne les escortent à travers des passages inondés. Les districts de basse altitude ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement, les autorités avertissant de catastrophes secondaires imminentes, notamment des glissements de terrain, des coulées de boue et de nouvelles ruptures de barrages.
Et les pompiers, les unités médicales et les équipes de secours des transports ont été déployés. Par vagues, mais même les secouristes d'élite se sont retrouvés confrontés à des conditions impossibles. Véhicules bloqués, routes coupées et eau de crue montant plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. Bonjour. Habitants ont été invités à abandonner leurs véhicules, à éviter tous les passages souterrains et à chercher des terrains surélevés autant que possible. Le vaste réseau aéroportuaire de la ville a également été paralysé. Les vols ont été détournés ou annulés purement et simplement en raison de l'inondation des pistes et de la baisse de la visibilité. À la mi-journée, plus de 10 000 habitants avaient été évacués rien qu'à Pékin et des milliers d'autres ont été déplacés dans les provinces environnantes alors que le système de tempête s'étendait vers l'extérieur en un arc de destruction croissant. Au-delà de la capitale, le même épisode météorologique meurtrier a ravagé le centre et le sud-ouest de la Chine. Et les rivières du Guizhou et du Sichuan ont dépassé les limites d'urgence certaines, battant des records d'inondations historiques. Plus de 25 grands cours d'eau ont dépassé les niveaux de sécurité, menaçant les barrages et les digues vulnérables déjà mis à rude épreuve par des semaines de conditions météorologiques irrégulières. Plus de 80 000 personnes ont été relogées dans les régions touchées, les médias d'État mettant en garde contre les risques persistants de défaillance des infrastructures et de surcharge du réseau fluvial. La catastrophe de Pékin a frappé immédiatement après une vague de chaleur prolongée. Les systèmes d'urgence sont déjà à bout de souffle. Et les responsables de la santé publique ont émis des avertissements urgents concernant la contamination, l'eau, la détérioration des aliments et la propagation rapide des maladies d'origine hydrique dans les jours à venir. Je ne sais pas. Ont été priés de faire bouillir toute l'eau potable, d'éviter tout contact avec les eaux de crue et de signaler les premiers signes de maladie. Avec des précipitations supplémentaires prévues pour la nuit, les autorités restent en état d'alerte maximale. Même les villages à flanc de collines autour de la capitale sont confrontés à des risques accrus d'inondations soudaines, de coulées de débris et de glissements de terrain, car le sol saturé continue de s'effondrer sous son propre poids. Voici Survival Story, où nous révélons comment des vies ordinaires sont mises à l'épreuve face aux forces les plus brutales de la nature. Si cette analyse vous a aidé à comprendre l'ampleur de la catastrophe, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Appuyez sur la cloche pour ne plus jamais manquer une autre histoire d'endurance, de perte et de survie. Restez vigilants, restez en vie. Réchauffez-vous. November 27th, 2025.
Heavy rainfall triggered widespread flooding, landslides, and sudden river flooding in West Sumatra, North Sumatra, and surrounding provinces of Indonesia, plunging the region into chaos and causing loss of life. An increase in missing persons reports, submerged residential areas, and collapsed transportation routes. This severe situation has turned into a deep humanitarian crisis that is straining the capacity of disaster management teams. Sudden floods that occurred on Thursday morning in the Lubuk Minturun area of Padang City resulted in a serious toll. Heavy rainfall in the upper reaches of Mount Nago and Batu Busuk hills suddenly formed a large body of water, causing water to rapidly flow towards the Lumen Park settlements. 4 people living in the area were swept away by the current. 3 lost their lives, and 1 was rescued with serious injuries and transported to the hospital. Regional Disaster Management Agency officials stated that the water level rose within minutes, and most of the settlements were quickly filled with muddy and strong currents. Investigations in the Koto Tanga area found that the water level reached up to 2 meters, affecting more than 15,000 people in the area, with 800 people evacuated to safety points for security reasons. Sudden flash floods in Padang's Pau district affected both residential areas and educational facilities. It was announced that a total of 129 families, approximately 463 people, were taken to temporary shelters. 3 houses were severely damaged in this area, along with some agricultural fields and a bridge. On the same day, it was reported that 4,898 people from 1,163 families in the North Padang district were affected by flooding to varying degrees, with 345 people displaced and moved to safe areas. The River Basin Office activated a pump with a capacity of 1,000 liters per second to accelerate water drainage. It was announced that residents of the area needed at least 1,200 food packages per day. Heavy machinery was directed to the area after deep cracks and landslides on the NTB road in South Padang completely cut off access between Teluk Bayur and Air Manis. Meanwhile, flooding, flash floods, and fallen trees were also reported in the districts of Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, and Bungas Teluk Kabung. The BPBD warned residents to remain alert due to the continuing heavy rainfall. As the situation in Padang worsened, a chain of disasters caused by continuous rainfall across West Sumatra led to the disruption of transportation in many districts, the destruction of public facilities, and the flooding of thousands of homes. A large area has been affected by the disaster, and the local population is facing numerous critical problems, primarily power outages, drinking water shortages, and disruptions to food supplies. With the overflowing of the Batang Anai River, the water level reached 40 to 50 centimeters. Motor vehicles became unable to move, and the Padang Bukidinggi Highway was completely closed to traffic under floodwaters. The more widespread destruction triggered by the excessive rainfall was particularly evident in the province of North Sumatra. According to current data, at least 34 people have lost their lives in the region due to the rains that have been ongoing for several days, and 52 people have been reported missing. The high number of missing persons is due to both the geographical structure of the region and the complete collapse of the communications infrastructure. Landslides in North Tapanuli affected at least 50 homes, causing major destruction, and 2 main bridges collapsed completely. On Nias Island, the main road was covered with mud and debris, rendering it unusable for a long time.
search and rescue teams faced significant difficulties reaching the areas due to strong currents caused by rivers overflowing from monsoon rains, rugged terrain, deep muddy areas, and fallen tree trunks. The National Search and Rescue Agency, Basarnas, stated that internet and telephone access had been cut off, particularly in mountainous villages, meaning that many reports could only be learned when physically reaching the area. The slow progress of rescue operations raised concerns that the number of missing persons could increase. The Meteorology, Climate, and Geophysics Agency warned that extreme weather events would continue until November 29th. An assessment by the Minangkabau Meteorological Station revealed that atmospheric instability in the region had increased significantly due to a tropical cyclone seedling, coded 95b, detected in the waters of the Malacca Strait east of Aceh. It was noted that this system, combined with a negative oceanic dipole index, carried large amounts of moisture and water vapor over Sumatra, significantly increasing the intensity of rainfall. Experts emphasized that the risk of flash floods and landslides is high, especially in mountainous areas, and called on local authorities to maintain constant surveillance in the most vulnerable areas. This widespread flooding in many regions of Indonesia demonstrates the devastating extent to which monsoon systems can affect the country, while also continuing to seriously test regional administration's infrastructure resilience, logistical planning, and ability to coordinate in times of crisis. Authorities warn that if the rains continue unabated, the current toll, regional damage distribution, and humanitarian needs could worsen, with the risk level rising rapidly, especially in rural areas cut off from transportation. We express our deepest sorrow for those who lost their lives in the floods that occurred in different parts of Indonesia, wish for the speedy recovery of the injured, and hope that those missing will be found as soon as possible. Our greatest wish is for all those affected by the disaster to reach safe areas, for access to basic needs to be provided without interruption, and for the damaged areas to recover as soon as possible. Our thoughts are with the people of Indonesia. You can support us by subscribing to our channel so that we can continue to convey the events unfolding in disaster areas through comprehensive analysis and in the simplest terms possible. Reaching more people with developments in disaster areas, raising awareness, and sustaining our comprehensive content more effectively is possible with your support. As part of this large community, you can contribute to our work and regularly access reliable information about critical events happening around the world. Quand l'esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie.